Je connais peu l'agilité, donc je suis comme un martien qui est invité à venir parler à des terriens. Mais je pense que l'agilité, c'est clairement quelque chose qui attire beaucoup de personnes, à tel point que même au sein de ma faculté, au département d'informatique, l'agilité est intégrée dans des cours de génie logiciel. Donc, l'agilité, je suis ici un peu pour l'apprendre aussi. Je ne veux pas vous convaincre que les animaux peuvent vous enseigner quoi que ce soit. Le comportement animal est difficilement transposable directement au comportement humain, mais il peut vous inspirer des questionnements. Parce que finalement, ils ne discutent pas entre eux, puis ils ne sont pas en train de se raconter des bobards sur les raisons pour lesquelles ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils l'ont simplement fait, puis moi, je les ai regardés faire. Alors, j'ai intitulé la conférence « De surprenantes leçons sur le partage de l'information ». Et ça s'applique peut-être à la formation des équipes d'agilité. Et il existe plusieurs visions de la vie en groupe. Habituellement, on suppose que les animaux, comme les humains, lorsqu'ils sont en groupe, coopèrent ensemble. Et cette coopération, si on regarde dans un contexte, par exemple, ici on a des étourneaux sur une pelouse, que ces étourneaux ont tous une tâche commune, ils veulent manger, ils cherchent la nourriture et ils finissent par trouver. Et si quelqu'un trouve quelque chose qui peut être partagé, bien, ils partagent tout le monde ensemble. Eh bien, moi, ce que je voudrais faire, c'est de voir comment on peut générer une meilleure circulation de l'information à l'intérieur des équipes et principalement constater les obstacles avec vous, parce que les obstacles sont nombreux et ils sont assez bien illustrés dans le monde animal. Alors, regardez cette vidéo. Ce sont des pigeons qui cherchent de la nourriture dans des vases de pétri. Ce n'est pas tous les vases qui contiennent de la nourriture. Il y en a quelques-uns, puis l'idée, c'est de chercher lequel. Puis s'ils trouvent, ils peuvent le partager à 2, 3. Alors, vous avez regardé, et la plupart du temps, les gens qui regardent ces choses-là, bien, ils imaginent que, bon, bien, les pigeons, tout le monde cherche, et puis, à un moment donné, il y en a un qui trouve, viennent partager, puis après ça, on se remet à chercher. Alors, vous l'avez vu. Et là, je vous poserai la question, est-ce que, d'après vous, tous ont collaboré à l'effort? Avez-vous remarqué qu'il y en avait qui étaient paresseux, traînaient de la patte? Il y avait tous l'air à chercher, hein? Parce que quand on regarde le comportement des animaux, puis qu'on n'identifie pas les individus, on a tous l'impression qu'ils sont pareils, que tout le monde fait. Fait que la première tâche d'une personne qui étudie scientifiquement le comportement animal, c'est d'identifier les individus. Une fois qu'on fait ça, on se rend compte de choses assez différentes. Alors, je vais vous repasser la vidéo. Et puis, vous allez voir qu'au haut de l'écran, il y en a un noir qui atterrit. Donc, il est un peu différent des autres, il est plus foncé, donc il est facile à suivre. Regardez-le. Et demandez-vous si lui, il fournit l'effort. C'est lui, là, il vient d'atterrir. Bon, là, il mange. Hop. Ah oui, je fais semblant de chercher. Oui, oui, hop, hop, hop. Là, il mange. Oui, 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 moi, je m'en occupe. Oui, hop. Et puis là, il va voir. Oui, wow, il y a quelqu'un qui a trouvé. Fou. OK. Alors, ça, c'est un exemple. Moi, je passe ma vie à faire des choses comme ça. Je regarde les oiseaux. J'ai des vidéos comme ça de toutes sortes d'animaux, des pinsons, des étourneaux, c'est toujours pareil, même des poissons. Dès qu'on met un groupe ensemble, puis qu'on regarde, qu'on suit des individus, on se rend compte qu'ils ne font pas tous également la tâche qui est attendue d'eux. Ils finissent tous par manger, il a mangé autant que les autres, lui. Mais il n'a pas fourni l'effort nécessaire pour la découverte. Donc, il y a de l'exploitation en masse à l'intérieur des groupes animaux, et puis, est-ce que ça vous rappelle quelque chose là, dans vos expériences personnelles? Parce que dans votre famille, à l'école, quand vous étiez écolier, puis que l'institutrice disait « OK, on va se mettre en équipe pour faire un travail de géographie. Oh. » Hein? Parce qu'on savait ce qui allait finir par faire l'effort. Et puis, donc, c'est partout. C'est pas eux autres, on ne peut pas dire qu'ils se crient des bêtises ou qu'ils se donnent des rôles ou « Ah, maudit fainéant ». C'est juste que ça émerge. Ça émerge, ce sont des forces qui émergent naturellement à l'intérieur de n'importe quel groupe. Bon. Quelle est la conséquence de ce comportement lorsqu'on est dans un groupe? Et je sais que les groupes, je ne connais pas beaucoup sur l'agilité, mais je sais qu'une des questions de l'agilité, c'est est-ce qu'on devrait avoir des spécialistes à l'intérieur d'un groupe ou bien non, est-ce que tout le monde ne devrait pas être généraliste puis partager les compétences parce que c'est plus agile? Et moi, ce que je constate
dans les groupes de pigeons, c'est que c'est très difficile de maintenir une espèce d'homogénéité dans un groupe. Je vais vous montrer juste la conséquence de cette façon de partager la nourriture ou partager l'effort. Imaginez que là, ces oiseaux-là, ces pigeons-là, imaginez-vous, j'ai fait ça pour mon doctorat. Alors, on met des pigeons en groupe et puis il faut qu'ils trouvent la nourriture comme ça, mais ils ne savent pas quoi faire exactement pour trouver la nourriture. Alors, la première tâche que je leur donne, moi, pour une autre raison, c'était pour une autre. Je voulais pouvoir reconnaître ceux qui mettaient l'effort de ceux qui ne le mettaient pas. Alors, j'ai dit, je vais leur enseigner à tourner les couvercles. Puis, quand ils seront appris à tourner les couvercles, ceux qui tournent les couvercles, c'est ceux qui investissent l'effort, puis ceux qui ne tournent pas les couvercles, c'est ceux qui... Alors, j'ai dit, bon, alors, je voulais leur enseigner à ouvrir des couvercles, mais vous savez, des pigeons, même si je les gardais à l'université, ils n'étaient pas nécessairement plus brillants pour autant. Alors j'ai commencé en leur donnant une planche avec des trous, puis il y avait juste des trous, puis certains trous, il y avait des graines. Donc, je les représentais par le petit cercle vert. Ça, c'est un trou avec des graines dedans. Donc, ça, c'est facile, les pigeons atterrissent. Il y a des graines, puis bon, il n'y avait pas grand-chose à apprendre là. Et puis là, après ça, j'ai mis un couvercle style beignet dessus. Alors, il y avait un couvercle, un obstacle, mais ils pouvaient voir qu'il y avait des graines par le trou du milieu, mais ils ne pouvaient pas les manger, puis par le pourtour, il fallait qu'ils enlèvent l'espèce de petit beignet de là. Puis une fois qu'ils avaient appris, écoutez, j'ai laissé des semaines de temps à descendre, puis se pratiquer, puis tout. J'étais sûr qu'ils avaient tous appris. Et puis là, quand ils étaient rendus bons à ça, là, je leur ai donné la tâche ultime, le couvercle complet. Là, ils ne pouvaient pas voir s'il y avait de la nourriture, puis ils devaient lever le couvercle. Puis après ça, j'ai regardé mes pigeons, puis il y en avait juste 2 qui levaient des couvercles après des mois de pratique. Et je me suis dit, bon, ben là, il était supposé d'apprendre, puis ces pigeons-là, en plus, ils apprennent par observation et tout ça. Il y en avait 2 qui le faisaient, je dis, c'est parce que les autres se retiennent. Alors, j'ai enlevé les 2 qui le faisaient, puis les autres ne se retenaient pas parce qu'ils étaient prêts à mourir de faim. Ils marchaient sur les planches, mais ils ne savaient pas quoi faire, puis ils savaient qu'il y avait de la bouffe là, mais ils ne savaient pas quoi faire. Alors, j'ai dit, OK, attends une minute, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça faisait 2 mois que je faisais des essais avec les trous, les beignes, Alors, j'ai retracé, puis là, ce que j'ai découvert, c'était assez extraordinaire. Les individus qui étaient super bons à trouver la nourriture quand il n'y avait pas de couvercle, ce n'étaient pas ceux qui étaient devenus super bons à trouver la nourriture quand il y avait des beignets. Ouais, là j'étais étonné parce que... Puis ensuite, ceux qui étaient super bons à soulever des beignets, là, ils ouvraient. C'était pas ceux qui sont devenus bons à ouvrir les couvercles complets. Alors que moi, j'avais pensé, je vais les amener tranquillement à apprendre. Puis là, ça m'a soulevé une question. Comment ça se fait que j'ai tout fait? Je suis un prof d'université maintenant, puis là, j'avais des élèves pigeons, puis je les avais bichonnés pour qu'ils apprennent, là. Il y avait faim en masse, il y avait de la nourriture, je ne les dérangeais pas, ils faisaient ça entre eux autres. Ils étaient supposés tout être bons. Puis il n'y en a pas un qui était bon dans les 3, puis ce n'était pas les mêmes qui étaient bons pour un et l'autre, alors que ça se ressemble assez. Et quand on y repense, on se rend compte que l'apprentissage, la loi de l'effet, c'est très simple. Hein? On fait quelque chose, on a une récompense, on le refait. Hein, ça prend des années pour comprendre ça, mais c'est ça que c'est l'apprentissage. Et puis, on lui donne un nom. Si on lui donne un nom savant, ça c'est encore plus vrai. Alors, ça s'appelle la loi de l'effet. Et puis, donc, et si on fait quelque chose, puis c'est désagréable, la conséquence, on ne le fait plus. Hein? Alors, si vous pensez à cette loi de l'effet, ça génère une dynamique à l'intérieur d'un groupe. Alors, celui qui a le premier trouvé les trous, pas de couvercle, il a compris comment faire pour trouver les trous, pas de couvercle, rapidement. Et tous ceux qui venaient manger, eux autres, ils apprenaient de venir manger avec celui qui avait trouvé les trous. Et puis là, quand j'ai mis des beignets, celui qui était super bon à trouver les trous, pas de couvercle, il était redevenu nul. Puis là, par hasard, il y en a un autre qui a trouvé la manière de le faire, peut-être 2 autres qui ont trouvé la manière de le faire, mais eux autres, ils étaient tellement bons qu'ils empêchaient les autres de finalement l'apprendre. Alors, les autres venaient manger, puis ça finissait là. Et puis, quand j'ai mis des couvercles complets, ceux qui étaient bons à soulever les beignets, peut-être parce qu'ils mettaient le bec dans le trou, ça, mais ils étaient plus bons pour ouvrir les autres. Là, c'est ceux qui, par hasard, ont pensé de prendre le rebord puis de le retourner, qui ont développé, puis les autres sont devenus tellement bons qu'ils ont empêché les autres d'apprendre. Donc, dans un groupe, la loi de l'effet crée une dynamique qui fait qu'au lieu de se retrouver avec tout le monde qui est capable d'ouvrir les 3, on se retrouve avec les individus qui sont capables d'être très bons à 1. Alors, j'étais un peu déçu parce que c'était pas ça mon sujet.
Mais j'ai dit découverte, parce qu'un directeur de thèse, là, ça veut qu'on soit productif. Alors, quand ça fait 6 mois qu'on passe à regarder des vidéos de pigeons, les yeux rouges, puis qu'est-ce que tu as trouvé? J'ai trouvé que d'apprendre en groupe, contrairement à ce qu'on pense, c'est moins bon que d'apprendre tout seul. Apprendre en groupe, ça nous rend dépendants de l'apprentissage des autres, mais pas d'une bonne manière. Quand un autre apprend, ça nous empêche d'apprendre. Si le résultat de ce que l'autre apprend peut être partagé. Et donc, j'ai créé un mot que j'ai appelé le pool des compétences. Ce que ça génère, il n'y a pas de leader qui dit « toi tu fais ça, puis toi tu fais ça ». Ça se développe tout seul, au hasard, et ça génère un groupe d'individus avec chacun sa compétence qui partagent les résultats de chaque compétence. Et je trouvais ça extraordinaire. J'ai dit « c'est une nouvelle forme de coopération ». Mais pour vous, les individus demeurent spécialistes en recherche, mais généralistes en consommation. Et là, ouais, vous allez me dire, oui, mais en groupe, l'autre avantage évident en groupe, c'est qu'on peut utiliser de l'information sociale. On peut se regarder entre nous autres, puis se copier, s'imiter et tout ça. Et puis, alors la question que je me pose, il y a des beaux exemples, là. L'exemple classique ici, là, ça c'est un macaque japonais qui est en train, c'est Imo, qui est en train de laver une patate douce. Les gens mettaient des patates douces sur la plage, puis les singes n'aiment pas ça, manger du sable. Comme nous autres, d'ailleurs. Tu sais, quand ça fait croche des dents. Là. Fait que Imo a développé la technique d'aller laver sa patate dans l'eau de mer. Et puis, elle n'avait pas de sable. Et cette nouvelle technologie simiesque, s'est répandue, ça a pris 15 ans, là, mais c'est comme une mode pour les singes, ça s'est répandu par imitation, qu'on pense. Et plus convaincant, ici, on a un chimpanzé qui est en train de casser une noix avec une grosse pierre sur une autre pierre. Y a-t-il un bébé qui regarde à côté? Hein? Oui. Et puis, ça prend 15 ans à apprendre à maîtriser ça. C'est-à-dire pas se le mettre sur le pied, parce que c'est une grosse pierre. Là, tu ne veux pas trop écraser ta noix. On vit tout ça à peu près à Noël. Là, tu sais, ta noix est toute écrasée. Fait que, alors, le chimpanzé prend 15 ans à maîtriser cette technique-là, puis on pense qu'il l'apprenne. Donc, il y a plein d'avantages à apprendre. Il y a quelqu'un qui est supposé se lever quand il va me rester 5 minutes. Restez assis, s'il vous plaît. Alors, l'imitation, ça existe beaucoup dans le monde animal. On regarde où sont les autres pour savoir si c'est un endroit sécuritaire, une bonne place pour nidifier. Et même les animaux se copient entre eux, les femelles, pour le choix du partenaire sexuel. Messieurs, sachez cela, que si vous êtes capable de faire semblant qu'il y en a plusieurs qui vous ont choisi, apparemment, ça augmente votre valeur. Moi, j'aimerais vous parler de l'effet Schwartz. Vous êtes tous allés sans doute chez Schwartz. Alors, Schwartz a une queue incroyable qui n'a aucun rapport avec la qualité de la nourriture qui est servie là. C'est un miracle. Et juste en avant, il y a le restaurant Maine, puis il n'y a personne. Le restaurant Maine sert le même smoke meat, tout aussi bon, dans un endroit plus propre, et les serveurs sont plus agréables, mais il n'y a personne. Alors j'appelle ça l'effet Schwartz. Alors il peut faire moins 30 dehors, il y a une queue chez Schwartz. Alors, pour moi, ça me dépasse, parce que ça veut dire que les gens se disent « Ah, bien, eux autres, ils ont choisi d'aller chez Schwartz, parce que ça doit être bon. » Puis ils sont prêts à attendre 1 heure dehors à moins 10 pour aller chez Schwartz, ça doit être vraiment bon. Parce que toi, dehors, tu ne peux pas vraiment savoir si c'est bon. Tu regardes par la vitre, tu dis « Ça a l'air sale, ça a l'air plein. » Mais ça doit être bon, parce que tu as vu la queue. Alors, finalement, si tous ces gens-là ont décidé d'y aller, ça doit être bon. Alors, ça, c'est l'effet Schwartz. Alors, on peut modéliser ça. Moi, j'aime ça, faire des modèles mathématiques. Je suis un économiste caché à l'intérieur de moi. Alors, on peut modéliser ça. Ça s'appelle une cascade informationnelle. Et puis, on peut supposer qu'il y a un pigeon, parce que les gens qui vont chez Schwartz ne sont pas loin des pigeons. Et alors, il y a un premier pigeon qui décide, moi, je vais chez Schwartz. On suppose que le deuxième pigeon a vu le premier pigeon dire, moi, je vais chez Schwartz. Alors, il ne sait pas trop si l'information est bonne ou pas bonne. Il dit, mais l'autre est allé, je vais aller chez Schwartz. Le troisième pigeon, lui, a vu les deux autres faire le choix d'aller chez Schwartz. Il ne se pose même plus la question. Ça doit être bon. Il y a 2 pigeons, indépendamment, qui ont pris la décision d'aller chez Schwartz. Alors, on va supposer que c'est ça là. Bon, là, je vais lâcher Schwartz parce que quand même, c'est du bon smoke meat, il faut l'avouer. C'est une image de Montréal. Je ne voudrais pas me faire actionner par personne. Mettons qu'on essaie de la nourriture, on goûte, et puis on n'est pas sûr si c'est bon. Tu sais, on est dans un nouveau pays, puis on veut
essayer de la nouvelle cuisine, puis là, on goûte, mais on n'est pas sûr si c'est bon. Fait qu'on peut décider, non, je pense que c'est bon, je l'accepte, je vais en manger, puis on verra plus tard. Ou ben non, on peut dire, ben moi, je ne prends pas de chance, je le refuse immédiatement. Là, vous avez vu l'autre personne. Si vous l'avez vu accepter la nourriture, puis vous la tâtez aussi, puis vous aussi, vous n'êtes pas certain, c'est bon, c'est pas bon, mais l'autre l'a accepté, donc puisque lui l'a accepté, puis moi je ne suis pas sûr, ça doit être bon, vous l'acceptez. Mais vous auriez pu aussi la refuser. Si vous aviez décidé de la refuser, mettons que vous l'avez tâté, puis vous avez décidé de ne pas être influencé par la personne devant vous, vous avez un qui l'a accepté, vous, votre décision personnelle, c'est de le refuser, puis là, vous ne savez plus quoi faire. Bien, vous lancez un jeton dans les airs, pile, vous mangez, face, vous ne mangez pas, hein, parce que vous n'avez pas plus d'informations. L'individu 3, lui, qui regarde ça, qui a vu la séquence, comme je vous ai décrit, alors lui aussi, il goûte, puis il dit, je ne suis pas certain que je veux manger ça, c'est pas mauvais, mais tu sais, l'affaire. Puis là, il a vu la séquence, accepte, accepte. Donc, il se dit, ça doit être moi qui n'est pas sûr, il y en a 2 qui l'ont fait, je vais le faire. Il accepte. Et si, lui, il goûte, puis il dit, je trouve pas ça bien bon, mais là, tu regardes, puis l'autre a trouvé ça bon, il l'a accepté, l'autre a trouvé ça bon, il l'a accepté. Donc, l'information sociale est plus lourde que l'information personnelle. Puis là, bien, vous, votre décision, ça va être de l'accepter. C'est la décision rationnelle de faire. Alors, dès ce moment-là, regardez, si la séquence que vous avez vécue est autre, si vous aviez vu l'individu l'accepter, ensuite un autre individu l'accepter, mais vous ne savez pas qu'il l'a accepté parce qu'il a lancé un jeton, là, vous n'avez pas vu son 25 cents caché dans ses plumes. Vous, ça vous dit oui, je pense que c'est bon, vous l'acceptez, mais même si vos sens vous disent que ce n'est pas très bon à manger, vous allez l'accepter pareil parce que vous avez 2 individus devant vous qui l'ont accepté. Si vous l'avez vu refuser, mais vous ne savez pas que c'est parce qu'il a lancé, c'est pas grave, vous avez vu un accepter, un refuser, et vous le goûtez, puis c'est bon, vous allez l'accepter. Et si vous le goûtez, puis c'est pas bon, vous allez le refuser, hein, parce que là, c'est neutre, vous avez eu un accepter, un refusé, puis vous avez le goût de le refuser, donc vous le refusez. Mais dans cette séquence-là, cette première séquence en haut ici, dans cette séquence-là, ce qui arrive, c'est le début d'une cascade d'informations. C'est-à-dire que dès ce moment-là, les individus ont avantage à ignorer leur propre information personnelle et se fier à l'information du groupe. C'est optimal de faire ça. On peut faire des calculs. C'est la meilleure solution. Quand c'est dur, quand c'est compliqué, d'essayer de savoir nous-mêmes quelle est la meilleure option. Donc, dès que la cascade d'informations commence, il n'y a plus aucune information qui est générée par le groupe. Et la cascade, elle peut être pour la bonne réponse. Dans le fond, ils sont peut-être tous malades. OK? Ou elle peut être pour la mauvaise réponse. C'est-à-dire, là, ils seraient tous malades, ou la bonne réponse. La cascade d'informations, il y a des... C'est pas pour rien que Toyota annonce dans les journaux que, je ne sais pas moi, ils ont vendu 32 504 Celica ou Tercel au Canada. Donc, ça veut dire, ils essaient de nous dire qu'il y a eu 32 000 pigeons devant nous qui ont indépendamment décidé que c'était la meilleure auto. Alors que décider d'acheter une auto, c'est l'enfer. C'est pas faisable. Il y a tellement de dimensions. L'économie d'essence, le prix qu'on veut payer, qu'est-ce qu'on a de l'air assis dedans, on veut-tu des sièges en cuir ou ben non, on veut-tu des sièges en paille? Bleu, c'est pas vraiment moi. Tu sais, il y a tellement de dimensions de choix que c'est vraiment compliqué. Ça, c'est le genre d'affaires où on a plus de chances de se fier sur ce que les autres disent ou avoir de la publicité. Donc, est-ce qu'il y a des signes qu'on peut vraiment faire ça, prendre une décision contraire à la connaissance d'un individu? Moi, j'ai fait une expérience, évidemment, je vais vous dire oui, avec une autre sorte d'oiseaux. C'est des petits oiseaux qu'on appelle des pinsons, des damiers communs, que les gens en Inde appellent des spotted munias, qui est un oiseau très commun là-bas. Et puis, moi, je leur apprends que... il y a 2 plats, là. Il faut qu'ils choisissent, ils vont-tu à droite ou à gauche, puis je leur dis, là, celui avec le point noir, là, c'est lui qui a de la nourriture, l'autre, il n'en a jamais. OK? Donc, c'est pas compliqué. Ça leur prend peut-être 4 essais pour apprendre ça, puis après ça, ils ne vont plus jamais là. Ils ne vont plus jamais sur le côté où il n'y a pas de nourriture, ils vont directement au plat. Fait que là, je leur dis, est-ce que je peux les influencer socialement? Fait que ce que je fais, c'est que je leur projette des écrans vidéo, OK? Soit qu'il n'y a pas d'individus. En fait, dans les 2 cas, les résultats que je vais vous montrer, il y a des individus dans les 2 cas
il y a une vidéo qui va faire jouer des individus qui mangent dans le plat, puis l'autre vidéo, ils sont juste debout puis attendent. Ils ne mangent pas. Fait que je vais regarder, voir si en projetant une vidéo devant ça, je peux les induire à l'effet Schwartz. Alors, vous avez ici, écoutez, ça c'est sur l'axe des Y ici, là, la barre, ça dit ceux qui vont avec l'information sociale. Donc, ils sont des suiveux. Mais là, ce n'est pas bien impressionnant parce que la vidéo, elle est sur le côté où il y a le point. Donc, ils savent que c'est là, fait que même si ça a l'air qu'ils se font influencer par les autres, puis ça, c'est le nombre d'individus sur la vidéo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fait que plus il y a de monde sur la vidéo, mais ça, ils vont tous sur le côté du point parce qu'ils savent d'avance. Et ici, si je mets du monde sur le côté du vidéo, qu'est-ce qui est écrit là? Je ne le vois plus, là? Oui. Fait que si je mets des individus de l'autre bord, c'est sûr que je ne suis pas capable de les tromper. Puis ça, c'est des compagnons qui ne mangent pas. Je m'excuse, j'ai oublié de le dire. De ce côté-ci, je mets juste du monde qui sont debout, là, tu sais, des pigeons qui ne font rien. Alors, je ne suis pas capable de les influencer. Si je les avais influencés, eux autres, ils seraient mis à aller du mauvais côté pour être avec eux autres. S'ils vont sur le mauvais côté, ces barres-là sont très hautes. Puis s'ils vont du côté où c'est leur information personnelle, les barres sont basses. Là, regardez bien ça. Je vais aller juste cut to the chase, comme ils disent. Là, les compagnons mangent. Quand les compagnons mangent, évidemment, en haut, il n'y a rien de surprenant. Ils vont du côté où il y a le point noir, fait que on ne sait pas trop si c'est parce qu'ils savent que c'est ce côté-là où ils sont influencés par les compagnons. Mais regardez ici. Là, je mets les compagnons du côté où il n'y a pas le point noir. Donc, ils savent que la nourriture est au point noir. Puis là, plus je mets de compagnons qui mangent, plus ils vont du mauvais côté. Plus ils décident que, finalement, j'ai dû me tromper. Je vais aller là où les autres mangent. Je les ai trompés. Êtes-vous déçus de moi? On fait ça des fois à l'université, tromper des animaux. Alors, j'avais enseigné aux animaux que la nourriture se trouvait là où il y a le point noir. Puis là, je les ai trompés, je les ai truqués. J'ai fait semblant, j'ai fait jouer une vidéo, là. C'est un écran vidéo avec un oiseau qui mange, ils ne se font pas influencer. 2 oiseaux qui mangent, non, pas tellement plus. 3 oiseaux, là, ils commencent à se dire, écoute, il y a 3 oiseaux qui ont mangé là. 4, 5, puis là, rendu à 6 ou 7 oiseaux, là ils disent, OK, ça doit être moi, je n'ai pas la bonne information. Alors oui, on est capable d'induire le début d'une cascade d'informations avec les oiseaux, dans mon cas. Fait que, comme je vous ai dit, la cascade peut être pour une bonne ou une mauvaise réponse. Une fois qu'elle est déclenchée, l'individu décide sans tenir compte de sa propre information, puis une fois qu'il est pris dans une cascade, les comportements ne génèrent plus aucune information et copier est un énorme risque. Maintenant, on peut aussi se trouver dans une situation où on ne sait pas si on devrait chercher nous-mêmes ou laisser les autres fouiller pour savoir si c'est bon. Hein? Et alors ici, on a 2 canards qui fouillent tous les deux, là. Mais imaginons un exemple hypothétique où on a un groupe de pigeons, et puis ce groupe de pigeons veut savoir, est-ce qu'il reste encore de la nourriture ici? Et on peut imaginer, dans mon exemple de malade, là, que chaque pigeon est obligé de fouiller 24 fois, puis rien trouver pour dire, il n'y a vraiment rien ici, puis là, s'en aller. Alors, quand ils sont dans un groupe, comme ça, oui, je l'ai dit, alors, on se retrouve avec une situation comme ça. Alors, on a 24 pigeons, si tu 24, on a une série de pigeons qui chacun doit trouver 24 fois rien pour se décider de s'en aller. Puis on peut très bien imaginer qu'il y en a un qui décide, moi, là, je vais juste attendre pour regarder les autres. Alors ça, c'est le mutant qui utilise l'information sociale seulement. Fait que lui, il a juste besoin de voir 24 échantillons négatifs. Il va les voir très rapidement pour savoir que c'est vide, puis s'en aller trouver la place où il y a de la nourriture. Donc, il y a un avantage. Il va apprendre beaucoup plus rapidement qu'il n'y a pas de nourriture là que chacun de ces pigeons-là. Donc, évidemment, il va faire mieux. Puis dans notre monde, nous, en biologie, on dit, quand il fait mieux, éventuellement, il fait plus de descendants, puis ces descendants vont se répandre dans la population s'ils font mieux que... Alors, lui, il fait beaucoup mieux que les autres, donc il fait des bébés. Et ça se répand dans la population. Et plus ça se répand, bien, on retrouve des individus qui ne font pas d'échantillonnage. Donc, ils enlèvent l'information à celui qui regarde, mais ce n'est pas grave.
tant qu'il y en a qui font beaucoup d'échantillonnage, ils finissent par le savoir plus rapidement, à moindre coût, ces individus-là, qu'il n'y a rien dans ce place-là, puis ils s'en vont. Et puis, ça se poursuit, ça se poursuit. Et puis, si on y pense 2 minutes, c'est comme un jeu. Et, alors, ce que j'ai fait ici, ça, c'est pas bon ici, là. Ça, c'est le temps que ça demande à un individu qui échantillonne tout seul. Ça lui demande une unité, OK? Puis n'importe qui fait en bas de ça apprend plus rapidement. Alors, ça, c'est l'individu quand il est tout seul. Il demande une unité pour le savoir. Et le premier mutant qui regarde, lui, il apprend beaucoup plus rapidement que les autres qui sont tous là à essayer de... Hein? Fait que lui, il fait des bébés, fait qu'il y a 2 bébés, 3 bébés, 4 bébés, là, ça se répand dans la population. Puis évidemment, plus ça se répand, moins il y a d'individus qui échantillonnent. Et moins il y a d'individus qui échantillonnent, plus c'est long. Puis à la fin, où est-ce qu'on se retrouve? On se retrouve avec un groupe de 23 pigeons qui regardent, puis un qui échantillonne. Fait que moi, quand je parle souvent à ça des psychologues puis des sociologues qui trouvent que c'est bien d'être en groupe parce qu'on partage l'information, moi je leur dis, hey, on partage quelle information exactement? Parce que là, il y a 24 individus et puis il y en a juste un qui génère l'information. Puis avant, on a vu aussi que dans une cascade d'informations, on peut penser qu'on utilise l'information d'un autre, mais on utilise l'information d'un autre, qui utilise l'information d'un autre, qui utilise l'information d'un autre, qui, dans les faits, peut être la mauvaise information. Alors, est-ce qu'il y a un exemple de ça? Oui, je vais vous donner un étourneau. Je pense que c'est très parlant, ça. Alors, ça, c'est une expérience qui a été faite à l'Université Oxford il y a très longtemps. Alors, ça, c'est une cage vue de haut, et il y a 2 mangeoires. Il y a une mangeoire qui donne toujours très peu de nourriture, mais tout le temps la même quantité. Puis l'autre mangeoire, elle est variable. Elle peut donner soit beaucoup de nourriture ou soit rien. Alors, le problème pour un étourneau qui est dans cette cage-là, c'est que lui, il aimerait ça, il mange à la place constante, mais il veut savoir, l'autre, es-tu devenue bonne? Ah non, il retourne à la constante. L'autre, es-tu devenue bonne? Non. Là. Mais s'il n'échantillonne pas assez vite, il va manquer des occasions de manger quand elle est bonne. Mais s'il échantillonne trop, il perd des occasions de manger là, puis il ne gagne rien. Donc, il y a comme un échantillonnage optimal là, à faire. Une fois de temps en temps, tu y vas, puis tu regardes. Et bon, on peut calculer pour un individu seul, c'est quoi? Puis là, on va refaire l'expérience, 2 cages, puis dans cette cage-là, les 2 mangeoires ici variables, puis les 2 mangeoires constantes, ils suivent la même cédule. Ils sont ensemble. Quand la variable est bonne d'un bord, elle est variable de l'autre côté aussi. Elle est bonne aussi dans l'autre cage. Puis là, on met un étourneau dans chaque, et puis on regarde qu'est-ce qu'ils font. Alors, quand ils sont seuls dans la cage, ça, c'est l'individu A et B. Ça, c'est le nombre de fois qu'ils vont échantillonner, qu'ils vont checker à l'autre place, voir s'il y a de la nourriture. Donc, ça, on voit que les 2 sont à peu près pareils, et on peut calculer l'échantillonnage optimal. Les 2 le font. Et quand, maintenant, on enlève la barrière entre les 2, puis ils peuvent se voir, ils se voient tous les 2, qu'est-ce qui arrive? Il arrive ça. Il arrive que lui, cet individu-là, décide qu'il arrête d'échantillonner, puis il attend de savoir que l'autre, quand l'autre il mange à la bonne place, il sait que la sienne est bonne. Alors, il a arrêté d'échantillonner. Là, on se dit, bien, peut-être qu'il a oublié, peut-être qu'il n'est pas bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre la barrière entre les 2. Et puis quand on remet la barrière entre les 2 puis il ne se voit pas, bien, il est obligé de retourner à son échantillonnage, puis il est capable de le faire. Et là, qu'est-ce qui arrive? Tu dis, bien, peut-être que lui, ici, cet individu-là, c'est juste un pauvre bougre. Dans le fond, il n'échantillonne pas, il fait juste se retourner tout le temps. Fait que dans la dernière condition, ça va être une petite lumière qui va s'allumer du côté variable pour indiquer que la variable est bonne. Ils n'ont pas besoin d'échantillonner, on va juste avoir la lumière. Qu'est-ce qui arrive quand que la récompense est signalée par une lumière? Bien, les 2 arrêtent. Alors, dans une situation de groupe, comme les pigeons tantôt, il y en a qui avaient de l'air à chercher, mais ils ne cherchaient pas vraiment, dans les questions d'exploration pour l'information, le même phénomène se reproduit. Les individus sont capables de voir, bien, si lui trouve l'information, je n'ai pas besoin de faire l'effort, j'aurai l'information une fois qu'il l'aura fait. Et quand ils font ça, l'information qu'ils obtiennent peut être, comme dans ce cas-ci, fiable, mais ça peut être aussi, comme dans le cas des cascades d'information, de l'information qui n'est pas toujours fiable. Donc, ma conclusion, tous les groupes
quels qu'ils soient, que ce soit des poissons, des crabes, des oiseaux, peut-être des primates et peut-être des humains, tous les groupes favorisent l'émergence de spécialistes par la propre dynamique de l'apprentissage. L'information sociale, on la valorise. On pense que c'est bon, mais on surestime la quantité d'informations sociales à l'intérieur d'un groupe. Elle est risquée, cette information, parce que, surtout si elle est fondée sur la décision des autres. Dans le cas de la nourriture, mon exemple de la nourriture exotique, je ne peux pas goûter ce qu'elle goûte dans la bouche de l'autre individu. J'ai juste accès à l'information qui a décidé de l'accepter ou pas de l'accepter. Donc, je suis obligé de me fier à sa décision plutôt qu'au cue qu'il a utilisé pour prendre sa décision. Quand notre information sociale elle est basée sur la décision d'un autre, elle est vulnérable aux cascades. Et dans un groupe, seuls quelques individus possèdent réellement de l'information fiable, même si tout le monde se comporte. Et il faut demeurer vigilant pour maintenir élevé le niveau d'information qui circule au sein d'un groupe, parce que sinon, ça va tomber à zéro.